sans tenir compte de ce qu'elle vivait et de comment elle pouvait vivre le changement. La méthode qui a été choisie, c'est la méthode radicale. Tu tranches ça d'un coup, ça va saigner, mais après ça, ça va cicatriser. Puis, on était très étonnés parce que dans un colloque avec l'équipe de recherche du ministère de la Santé et des Services sociaux, on a appris que pendant la période de mise en place des C3S, eux autres ont fait le même diagnostic et ont soumis ce rapport-là au ministère et il n'y a jamais eu de suite au rapport qu'ils ont soumis. Alors, on dit, bon, à quelque part, il y a quelque chose d'un peu dramatique. Le deuxième élément que je trouve important, c'est qu'il me semble qu'il faut qu'on trouve les moyens que les personnes ne soient pas en situation d'être victimes quand elles travaillent à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux. Il me semble que être victime, c'est jamais une position dans laquelle tu es capable de t'en sortir. Quand on aide des gens, on les aide à ne plus se comporter en victime. Il faut qu'en quelque part, on réussisse dans le réseau à faire le travail comme ça. Bon, comment on va faire, je ne sais pas. Je me dis, il y a des... Si j'avais la recette, je pense qu'on serait riche. Mais la méthode de travailler ensemble pour être capable de choisir où on va donner du sens à notre travail, ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour tout le monde. Une des chances que les organisatrices communautaires ont eues dans les C3S, CLSC, puis je le constate dans les recherches qu'on est en train de mener actuellement, c'est qu'ils ont un regroupement, le FCIAC, qui leur permet, qui est une communauté de pratique, qui leur permet d'échanger, qui leur permet de partager leurs préoccupations. Il y a régulièrement des appels à « Avez-vous une petite idée sur tel sujet? » Puis bon, ils reçoivent un paquet de réponses dans la même journée. Ça n'a l'air de rien, là, tout ça, mais ça fait qu'en quelque part, au niveau de l'organisation communautaire, la mentalité, c'est on garde le cap. C'est pas nécessairement plus facile, mais en même temps, on sait qu'on a un endroit pour être capable de développer des solidarités. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. On parle des syndicats. Je pense que la loi 25 a fait un travail absolument dramatique pour la solidarité du personnel. Les organisations maintenant sont installées. Moi, je pense que là, il y a une planche de salut parce que c'en est un lieu de solidarité. On ne recréera pas des FCIAC pour toutes les professions, là, mais peut-être qu'on peut être capable de renforcer les lieux où les gens sont capables de donner du sens à leurs interventions. Ouais. Beaucoup était dit ce soir et pour moi, honnêtement, c'était vraiment important de l'entendre. C'est des choses d'entendre à un autre niveau et un témoignage des préoccupations réelles. Si je les touche un par une, vous avez tout à fait raison, une mesure de performance doit être une mesure de qualité, pas une mesure de volume. On mesure du volume parce que les journaux disent vous avez tant nombre de minutes à l'urgence, tant nombre de ci, c'est juste ça qu'on veut réduire. Ou il dit vous faites 2 visites par jour pour un psychologue, puis ça devrait être 4 visites par jour ou 6 visites par jour. Optima est là-dedans, là, pour le nombre de visites que vous devrez faire. Là. Et c'est inapproprié. Alors ça, c'était une première chose. Le deuxième, et c'était fort intéressant, le commentaire sur les relations du travail, il était extrêmement important. Je me rappelle, VG du Verdun, j'avais le CSN à Verdun. Nos relations qu'on a créées avec Claudette étaient importantes. C'est un milieu du travail des personnes avec des personnes malades. Alors, si le milieu n'est pas sain, c'est les personnes malades qui souffrent. Et c'est la responsabilité des gestionnaires d'assurer que c'est un milieu sain à lequel il est très ouvert à ça. On essaie d'enseigner ça à tous mes étudiants, mais c'est pas... Et vous avez raison, quand c'est plus grand, c'est plus difficile. Mais ce qui est fascinant, je ne sais pas si vous réalisez, Alberta, il y en a une DG, puis une CA. Un seul établissement pour toute la province. En Colombie-Britannique, il y a juste 5 DG, 5 CA, pour toute la province. En Nouveau-Brunswick, il y en a juste 2. Au moins au Québec, on a quand même 175, 200. OK? Alors, il y a la notion d'être capable d'aller. Heureusement, on n'a pas rendu là. Hein? Heureusement.
Parce que ça donne une mode de gestion ingérable. Je vous dis honnêtement, ingérable. Alors ça, c'était une chose. Vous parlez de mode de rémunération des médecins. Oui, mais c'est un changement de culture. Et parce qu'on n'avait pas fait ça en 1970, parce qu'on n'a pas fait les lois qui imposent à un corps médical une mode de fonctionnement, parce qu'on avait même en 1970 trop peur des médecins. Et pose la question, pourquoi ils ont tant de pouvoir? Je ne sais pas qui a parlé au début. D'où vient le pouvoir des médecins? Ils viennent de la population. Ils viennent du peuple. Si les politiciens n'avaient pas peur de comment les médecins peuvent influencer la population, il n'y aurait pas autant de pouvoir qu'ils ont. Alors, on peut être milieu communautaire, mais le pouvoir des médecins vient du peuple. Alors, ça, peut-être, il y a quelque chose, je ne sais pas comment le toucher à le travailler. On dit comment les médecins ne peuvent pas être le leader de l'équipe. Il y a de loin à travailler avant que le médecin accepte d'être égal à tous les autres. On a du chemin à faire. Mais ça peut arriver par un certain nombre, et il y a des médecins, je me rappelle de la gang de Pointe-Saint-Charles en 1970, 72, 75, quand on a commencé, la gang à cette clinique-là, et des autres cliniques, CLSI Métro, puis la gang qui était là, là je parle du passé, on avait des médecins qui avaient une prise de conscience extrêmement importante. Tous les médecins qui faisaient les avortements, tout le groupe, que ce soit Morgenthau ou tous autres, le Centre des femmes. Là, vous avez un groupe de médecins dévoués qui... Alors, il y a un certain nombre parmi l'ensemble, mais c'est pas ça qui vient de l'école, c'est pas ça qui a enseigné, et l'entraînement, c'est une continuité du passé. Alors, on a un peu de chemin à faire là. Globalement, quand même, j'ai 37 ans, moi, j'ai travaillé comme gestionnaire dans ce réseau-là. L'importance des réseaux publics, pour moi, était clé. Il est un droit, pas un privilège. On a quand même un bon système. Si vous êtes malade, vous avez un valve à changer, vous avez un rein à corriger, le système est absolument extraordinaire. Vous avez un cancer et vous aurez votre radiothérapie à l'intérieur des 4 semaines. Je vous dis honnêtement, là, comparé à d'autres systèmes ailleurs est difficile. Il y a un volet de notre système qu'on a grande difficulté d'organiser, un volet. Le volet accessibilité qui frustre tout le monde, qui vraiment frustre tout le monde. Le volet du peur qu'on fait à la population que tout tombe en ruine et le personne âgée est inquiète de ne pas être capable d'avoir des services et il y a une certaine validité parce que le temps d'évaluer quelqu'un à domicile, le temps d'envoyer quelqu'un, le temps de donner le support, le temps d'entrer dans le système, ça doit être beaucoup plus efficace qu'il est actuel. Mais les travailleurs essayent. Il faut donner l'impression que nos travailleurs dans le réseau dorment sur le switch. Hein. Ils travaillent fort, ils travaillent. Est-ce qu'on est capable de rajouter plus d'argent? Mais c'est la vôtre. Êtes-vous tous prêts à augmenter 5% vos impôts? La réponse des Québécois est non. On ne veut pas vous donner une cent de plus au gouvernement. Si on ne veut pas donner une cent de plus au gouvernement, d'où vient de l'argent à augmenter ce qu'on a actuellement? C'est difficile. On peut couper ailleurs, mais déjà parce qu'on a 45% ou 50% de tout l'argent, puis l'éducation est 22%. La reste, tous les autres ministères du Québec ramassent 15% du budget. La dette augmente une fortune. Et avec tout l'investissement qu'on fait dans le CHUM, le CUSM et tout le reste, vous pouvez voir quand ça commence à être payé, combien le paiement de la dette va augmenter. Alors, il y a des contraintes qu'on a dans le système, mais il ne faut pas être découragé. La fusion est un élément, bonne, pas bonne, qu'on juge le bilan. Je reste encore convaincu qu'on est dans la bonne direction parce que la vision était une bonne vision. La difficulté de le changement culturel requis pour le mettre en place et le corps médical reste au point de l'iceberg pour ce changement culturel. C'est ça, mais commentaires global, je suis dans ça. C'est énorme, c'est sûr.
Oh, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Juste pour conclure, d'abord, moi, je crois à un système public. Puis, pour répondre à la question, est-ce que c'est utopique de changer, c'est pour ça qu'on continue de travailler. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis, je pense pas que ça passe nécessairement juste par la rémunération des médecins. Mais c'est un système gigantesque. Pour qu'un changement se passe, il faut travailler ça à plusieurs niveaux. National, régional, local, il faut que ça soit aligné, ça n'est pas toujours, c'est pas toujours cohérent, mais moi je suis convaincue encore à ce jour qu'il y a des choses à faire. La santé, c'est un sujet éminemment politique. Je vais faire un peu du pouce sur ce que M. Lévin dit. Donc, il y a des demandes de la population. Et là, il y a beaucoup aussi de contradictions. On parlait tantôt de l'accès à un médecin de famille. Moi, combien de fois depuis 10 ans, je disais aux gens, pourquoi tu es préoccupé comme ça, que tu n'as pas accès à un médecin de famille, tu es en bonne santé. OK? Donc, tu as besoin d'aller pour un examen à toutes les X nombre d'années. C'est pas nécessaire. Mais ça, c'est des choses qu'il faut changer dans la population. Il y a des études récentes qui montraient que les proches aidants, souvent, préféraient héberger les personnes âgées que d'avoir du soutien à domicile. Parce que ça les préoccupe, ils sont préoccupés de la sécurité. Fait que, comme population et comme la santé, c'est un sujet éminemment politique, c'est rattaché à tout un ensemble de valeurs et de fonctionnements qu'on a. Puis ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas toujours. Deux autres éléments sur lesquels je vais revenir, la santé du personnel. Est-ce que, surtout les C3S, je vais parler parce que c'est ça que je connais, est-ce que les gens vont bien? Non. Pourquoi, à mon avis, il y a plusieurs raisons, vous en avez abordé plusieurs, mais d'abord, il y a peu de soutien réel. Je suis convaincue de ça. Puis on parle beaucoup de mettre de soutien clinique, des superviseurs, etc. Souvent, on ne passe pas à l'acte, je dirais, par rapport à ça, mais le soutien dans tout ce qu'on vit quand on est un intervenant. L'autre chose, perte de sens. Au début de la réforme, pour différents projets, on interviewait des gestionnaires, des intervenants, leur demandant « Qu'est-ce que vous comprenez? » Et souvent, des gestionnaires dans les équipes disaient « Ben, il faut le faire. » C'était ça le sens qui était apporté à toutes ces transformations-là. Ça ne mobilise pas beaucoup, puis ça n'aide pas des intervenants à trouver du sens dans le travail. Puis ça, on a vu ça là, partout, cette perte de sens-là. Je pense que ça joue un rôle important sur la mobilisation, la santé psychologique au travail, je suis convaincue de ça. Il y a des choses qui ont changé, par exemple, puis tantôt en vous écoutant, je me disais, il faut que je revienne là-dessus. Il y a quelque chose qui a changé dans les C3S. On a envoyé, puis j'utilise ce terme-là, je dirais consciemment, énormément d'usagers de clients. Parce que les citoyens, c'est pas juste des clients non plus, mais on a beaucoup redirigé tous différents segments de la population vers les C3S. Donc, ça a créé aussi des changements de pratique, des clientèles qui avaient des besoins différents de ce qui était là auparavant, et les gens n'ont pas toujours eu le soutien nécessaire pour faire ça. Fait que, puis, dans ce que vous disiez tantôt, vous parliez des gestionnaires, puis je ne cherche pas à les défendre particulièrement, mais tout ce qui est fait n'est pas toujours planifié et réfléchi. Je prends juste un exemple. Il y a quelqu'un tantôt qui disait, sur un territoire donné, souvent tel type de service est à la limite du territoire. On s'est amusé pour différents services à faire des cartographies qu'on a regardées avec les gestionnaires en disant, avez-vous réalisé que tous vos services sont offerts dans la zone limite de votre territoire? Donc, ça veut dire que tous les gens qui habitent une certaine portion du territoire doivent se déplacer. Quand on pense à accès, quand on pense à proximité, c'est la chose à ne pas faire. Et tout à fait, quand je vous dis que les gens n'avaient jamais pris le temps de regarder ces éléments-là et de prendre conscience de ça. Fait que tout n'est pas réfléchi dans un plan organisé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements concomitants et ça a complexifié les choses. Fait que je m'arrête là-dessus. Y aurait-tu un petit peu d'incompétence dans ça? Puis-je me permettre? Je pense que ce qui aurait été demandé comme habileté, comme compétence, on n'a pas pris le temps de les développer avant d'avoir à gérer tous ces changements-là. Je pense que oui. Merci, Mme Marchand. Monsieur Contandrieu, pour laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Très rapidement, il est tard. Vous avez pu vous apercevoir dans ce que je vous ai dit
qu'en arrivant, j'étais assez inquiet. Après vous avoir entendu, je suis encore plus inquiet. Et je suis inquiet, encore plus inquiet, non pas pour accuser le système de santé de mal fonctionnement, ce qui donnerait une place au privé. C'est vrai, c'est grave, il ne faut pas le faire. Le privé est plus coûteux, le privé entraîne des baisses de qualité, c'est reconnu, c'est confirmé, il ne faut surtout pas aller dans cette direction. Mais j'aimerais me placer à un autre niveau un peu et juste vous donner une image. On peut dire que dans nos sociétés, le système de santé et le système d'éducation, les deux, sont les miroirs dans lesquels la société se reflète. 60%, 65% des dépenses totales du budget du Québec vont dans la santé et l'éducation. Et ça pose une question de démocratie. Si on a un pays dans lequel le système de santé est inéquitable, ne respecte pas le droit des plus démunis, n'est pas respectueux de la dignité humaine, alors c'est la société tout entière qui a ces qualités-là, ou ces défauts-là. Et actuellement, on vous écoute, et on est dans un système de santé, on est dans un pays dans lequel le système de santé dysfonctionne à de trop nombreux égards, et en particulier très dur pour les personnes les plus vulnérables. Et donc on a une société qui est de plus en plus dure pour les personnes les plus vulnérables. Et je n'arrive pas à comprendre comment on va trouver la prise qui nous permettrait de corriger ces choses. Et je ne sais pas par où l'attraper. Je parlais de changement de culture, c'est très facile à dire, puis on voit bien comment le changement de culture implique qu'on doit choisir les mots qu'on utilise. On voit bien avec le discours sur les CLC qu'on est mal à l'aise. On sent que le CLC est une excellente idée. On sent aussi, moi je sens aussi que le CLC a été dénaturé aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée, malgré la qualité du projet initial, de vouloir se battre pour le garder? Est-ce qu'il faut trouver d'autres mots? Est-ce qu'on pourrait trouver... Alors, et c'est de ça dont on parle quand on parle de révolution culturelle, c'est de ça qu'il faudrait arriver à mettre de la place. Autrement, on va rentrer dans les mêmes ornières qui vont nous rendre dans une société encore plus inéquitable, encore moins démocratique que celle que l'on a. Et l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'on puisse, dans nos gouvernements, arriver à réformer le système de santé pour montrer que la démocratie est capable de répondre aux attentes de la population. Et j'ai peur. Alors, on a encore pas mal de travail à faire, n'est-ce pas? Mais on va le faire. Tout à fait, oui. Alors, Jacques, mot de la fin. Oui. C'est pas de conclure une telle soirée. Ce soir, nous avons essayé de comprendre les raisons qui ont amené le gouvernement de l'époque à fusionner des établissements de santé qui assumaient plutôt correctement leur mandat pour en faire de très gros établissements où les diverses missions ont été fusionnées tant bien que mal, souvent plus mal que bien, mais en précisant un nouveau mandat et la mise sur pied de réseaux locaux de services. En 2004, le ministre Couillard avait dit que le privé ne pouvait concurrencer le public parce que la société québécoise n'avait pas permis que se développe un système privé fort, comme aux États-Unis, par exemple. Il avait dit aussi que sa réforme prendrait 10 ans à jouer son rôle. De quel rôle parlait-il? À quoi faisait-il allusion? Vous vous souvenez peut-être, du slogan du gouvernement Charest, « Le privé au service du public ». En fait, ce fut exactement le contraire. On a utilisé le public au service du privé. On a utilisé les ressources publiques pour développer les services privés. Ce soir, on a entendu des gens qui nous ont parlé d'hospitalocentrisme. Hospitalocentrisme dans les budgets, dans les territoires, les curatifs, dans le médical, dans les technologies. On a parlé d'organisation du travail où le médecin était au centre avec son hôpital, ou encore l'hôpital avec ses médecins, un dans l'autre. On nous a dit que la promotion de la santé et la prévention ont été perdantes dans tout ça. On a dit qu'on savait comment faire des équipes multi, mais que parfois on ne l'a pas fait, ou difficilement réalisé. On a dit qu'il y avait même de la confusion parfois chez le personnel et en plus chez les personnes soignées pour savoir qui fait quoi. On n'en était pas toujours sûr. On nous a dit aussi qu'il y avait des résultats variables selon les régions, des fois des bons coups, des fois des mauvais coups.
Et on a vu aussi que si on faisait des critiques au réseau, on en était un peu gêné parce qu'en général, ça semblait servir les tenants du privé qui utilisaient ça. En fait, ce qu'on a surtout vu ce soir, c'est que selon qu'on est un gestionnaire ou un ex-gestionnaire du réseau, qui avait des objectifs à défendre, selon qu'on est un citoyen qui a besoin de services et de soins, puis qui ne sait pas où aller, puis qui ne comprend plus comment ça marche, selon qu'on est ex-employé qui a réussi à prendre sa retraite à temps, puis qui se considère bien chanceux quand il compare avec ce qui se passe maintenant, selon qu'on est employé actuel qui se fait presser comme un citron puis qui n'en peut plus, qui est sur le bord de la dépression, selon qui nous sommes, on ne peut voir que des points de vue diffèrent. Mais il y a une chose qui semble tous nous rejoindre, c'est que entre ce qu'on nous a dit, entre les objectifs qu'on nous a présentés, puis ce qui en a résulté, il y a une marge assez importante, pour ne pas dire d'une contradiction flagrante. On pourrait en disquer une autre interprétation. Au ras des pâquerettes, l'aboutissement de cette fusion-là, ça a été la mise sur pied de réseaux locaux de services, une sorte d'excroissance artificielle du réseau public. Ces réseaux locaux de services sont devenus des réseaux parallèles de services, parallèles au système public, composés de privés, d'économie sociale, de communautaires qui pouvaient concurrencer le secteur public dans l'accomplissement des soins et des services, tout en rongeant de plus en plus les budgets publics. Il n'y aura pas des budgets, là. Les immenses C3S ont utilisé les réseaux locaux de services pour réduire les soins et services que leurs composantes assumaient auparavant, puis on va transférer tranquillement la prestation en sous-traitant des organismes privés d'économie sociale et communautaire. N'oublions pas non plus d'autres lois qui ont été adoptées à la même époque, à peu près à la même époque, puis qui peuvent s'aligner aussi avec les fusions d'établissements. La loi 30 qui fusionnait les accréditations syndicales en regroupant le personnel en 4 grands groupes. La loi 31 qui modifiait l'article 45 du Code du travail pour faciliter la sous-traitance et la privatisation. Puis un petit peu plus tard, pas beaucoup plus tard, la loi 33 qui autorisait les chirurgies au privé. 10 ans plus tard, on y est, là. Force est de constater qu'on a utilisé les ressources du public au service du privé. On a ainsi sous-traité des services d'entretien, de bureauterie, d'alimentation, de fourniture médicale, des services à domicile, des chirurgies, des agences de personnel. On a utilisé des PPP pour des hôpitaux, dans l'hébergement, etc. En 10 ans, la sous-traitance, la privatisation, l'économie socialisation, la communautarisation et les PPP ont pris une place plus importante et sont mieux implantés partout dans notre système public de santé et de services sociaux. Puis 10 ans après, pour nos gouvernements, PLQ ou PQ confondus, il est temps de passer à une nouvelle étape. Il faut renforcer le tout pour que ça se développe encore plus. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Charest, en 2012, a mis sur pied le groupe d'experts pour un financement par acte. Dès son élection d'automne 2012, le PQ a confirmé le mandat de ce comité-là, mais il a juste renommé. Il appelait ça le groupe d'experts sur le financement axé sur les patients. Ce mode de financement-là, qu'on a appris qui doit peut-être imposé lors du budget, c'est l'instrument budgétaire par lequel va se poursuivre la sous-traitance, la privatisation et le développement du système privé de soins et services. Parce que, soyons clairs, quand on établit un prix pour chaque chose, qu'on met en concurrence les prestataires et leurs services, que le moins cher devient le meilleur, qu'on vise le volume plutôt que la qualité, puis quand le patient est vu comme un revenu, ce n'est plus de la santé, c'est un marché. Puis l'assurance autonomie va permettre d'enraciner plus profondément des principes et lois du marché en autorisant et en rémunérant à contrat des dizaines et des dizaines de prestataires différents, tant pour les services professionnels de base que pour les soins de la personne et l'aide domestique. Or, bien sûr, on nous parlera qu'on est en train de poursuivre le développement des réseaux locaux de services. Dans les faits, ce sera le privé, sous toutes ses formes, qui grugera de plus en plus les services accomplis par le personnel du secteur public et qui s'accaparera du budget de la santé pour son propre profit, de plus en plus. Ah oui, les patients, c'est vrai, on les a oubliés. Les patients, eux, qu'on ne définira plus que comme des revenus,
ben, ils devront débourser de plus en plus de leur poche pour obtenir des soins et des services nécessaires au maintien de leur état de santé, ou alors s'en remettre à leurs proches aidants. Ils sont là pour ça, dans le fond. Hein? Ce soir, en voulant faire le bilan, nous devons constater que les fusions ont été un élément assez central d'un vaste plan d'utilisation des ressources de notre système public de services sociaux et de santé pour développer des services privés. Pour que des dizaines de milliards de dollars du budget de la santé ne soient plus à l'abri du monde privé des affaires. Ce soir, on n'a peut-être pas des solutions concrètes à proposer. Mais ce soir, on doit être conscient plus que jamais qu'il faut alarmer nos concitoyens et nos concitoyennes. Il y a plus qu'un loup dans la bergerie. Puis le reste de la meute attend à la porte. À la sortie sur la table, il y a le manifeste de la coalition. Prenez-le, lisez-le, pensez-le, partagez-le, discutez-en. Au moment où tous les partis sillonnent le Québec, plus que jamais, nous devons leur répéter que la santé, c'est pas une occasion d'affaires. La santé, c'est un droit. Puis au Québec, comme peuple, on a déjà fait ce choix. Merci à tout le monde. C'est fini. Ceci conclut cette web diffusion. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce soir. C'était une web diffusion spéciale Ensemble pour la santé, organisée par la Coalition Solidarité Santé. Alors, je vous invite tous à suivre mon compte Facebook ou mon compte Twitter, Cyborg Simon, pour découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous et passez une excellente nuit. Une excellente nuit.